artistic vision, precision, patience. You get a little bit of butterflies, I think, you know, a little bit of adrenaline maybe. On peut le travailler comme une matière première en art plastique. On peut le sculpter, on peut le poncer, on peut le patiner. Chocolate is a great medium because it's alive. L'essence même d'un pâtissier, c'est d'aller chercher au fond de toi-même ce que tu as voulu créer et savoir l'exprimer. Et là, tu ne triches pas, là. Je pense qu'à travers une réalisation culinaire, on transmet une émotion en fait. Nos clients, les pâtissiers en général, ont besoin de voir, de goûter et de toucher. We offer them the recipes, but we take it a step further and actually inspire them to put their own spin on items. You always talk about creation or techniques. You know, I think it needs to be a balance. 愿意分享最新的巧克力资讯给各位知道。 On a un beau métier, c'est un métier incroyable. Il y a toujours un pâtissier quelque part qui est réveillé, qui est en action. On n'apporte pas du bonheur, mais on y participe. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette première conférence proposée par l'école Valrhona. Alors je suis Philippe Givre, je suis chef pâtissier exécutif et coordinateur du savoir-faire à l'école Valrhona et donc je serai l'animateur pour cet après-midi passé en votre compagnie. Alors l'école Valrhona, vous l'avez vu de manière furtive à travers ce film, ce sont 4 lieux. Ces lieux, eh bien, le premier, c'est ici à Tain-l'Hermitage, où a démarré l'histoire de l'école en 1989. Et puis en 2007, il y a eu la deuxième école à Tokyo. Nous avons d'ailleurs fêté l'anniversaire cette semaine, 14 ans déjà, que l'école de Tokyo est ouverte. Ensuite, il y a eu l'école à Paris, en 2009, Paris-Versailles exactement, et bientôt une nouvelle adresse dans le centre de Paris, mais on reviendra vers vous très prochainement avec plus d'informations sur cette nouvelle adresse. Et puis la 4e école à Brooklyn depuis 2014, dont vous voyez les locaux juste derrière moi en arrière-plan. Alors ces écoles, eh bien, c'est un collectif de femmes et d'hommes, chefs pâtissiers, qui sont plus de 30 aujourd'hui à travers le monde à assurer des prestations dans les écoles à travers des stages, mais également des prestations sur le terrain, chez vous, clients, à travers des assistances techniques, des démonstrations. Et toute cette équipe et cette force, eh bien, elle est là pour partager cette expertise et cette transmission autour du produit chocolat et des autres produits qui font aujourd'hui Valrhona Sélection. Alors, cet après-midi que nous allons passer, je voulais tout d'abord vous adresser un message de soutien au nom de la Maison Valrhona. Vous adressez ce message de soutien, vous, restaurateurs, hôteliers, traiteurs. Vous avez traversé des périodes difficiles ces derniers temps, avec parfois des fermetures partielles et totales de vos établissements. Et nous savons à quel point il est vraiment difficile d'envisager l'avenir avec optimisme. Alors, il y a quelques jours, avec un peu d'humour, on pouvait voir sur les réseaux sociaux qu'il serait peut-être plus facile d'aller manger au restaurant sur Mars que d'aller manger au restaurant en mars. Mais on va rester positif et voir ce bout du tunnel dans les mois qui viennent et les semaines qui viennent pour tous vous retrouver. Pour autant, vous nous avez beaucoup surpris par
ces derniers temps avec votre capacité à vous réinventer, à proposer des choses nouvelles et à toujours proposer des offres de grande qualité à vos clients. Et sachez que Valrhona, comme à l'école Valrhona, nous sommes là pour vous accompagner et vous aider dans ces démarches. Alors, cet après-midi, cette conférence va s'intituler « Restauration, quelle réévolution pour nos métiers de demain ?» Et donc, nous souhaitons partager avec vous des choses concrètes qui vont vous permettre de développer votre chiffre d'affaires et également de partager des initiatives déjà faites par vos confrères et consoeurs à travers des différentes personnes qui vont témoigner pendant ce temps que l'on va partager ensemble. Alors, cette conférence, elle va se dérouler en 4 temps. Donc, nous aurons plusieurs intervenants. Première partie, nous recevrons Michael Ballet. Bonjour, Michael. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue. Donc, Michael est restaurateur à Lyon et il est également le directeur associé chez Food Service Vision et il nous présentera les tendances de consommation émergentes des métiers de la restauration. Ensuite, nous accueillerons Martin Boutry, collègue à l'école Valrhona. Salut Martin. Bonjour Philippe, bonjour à tous et ravi d'être avec vous cet après-midi. Donc Martin sera là pour nous présenter des recettes qui font justement, qui vont faire partie donc justement de ces nouvelles opportunités de consommation, des recettes que l'on a à la fois commencé de partager avec vous durant cette période de crise et de confinement. Et Martin vous expliquera tout ça avec ces nouvelles opportunités de consommation. Et puis j'aurai le plaisir d'interviewer Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Thibaut, donc Thibaut Spivak, chef du restaurant Anona à Paris, donc j'aurai le plaisir d'interviewer tout à l'heure et qui nous fera partager son concept autour d'une cuisine éco-responsable et puis également qui nous fera partager des choses très concrètes puisque nous fera vivre toutes ces initiatives prises justement lors de cette crise et de ce confinement avec plein d'exemples. Et puis nous terminerons donc cet après-midi avec une session de questions et réponses, bien sûr, après toutes ces interventions. Alors, juste avant de commencer, un tout petit point logistique. Vous aurez à disposition pendant toute cette conférence un chat qui est sur votre écran sur la partie droite. Donc n'hésitez pas pendant toutes les interventions d'écrire vos questions en direct et elles seront enregistrées et elles seront sélectionnées pour prendre le temps d'y répondre à la fin de cette conférence. Donc n'hésitez pas, je vous le redirai après chaque intervention. Bien, sans tarder, je vais passer la parole à Michael Ballet qui va nous parler donc de ces tendances émergentes dans ces métiers de la restauration. À toi, Michael. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je vais prendre la main et afficher l'écran. Hop. Est-ce que c'est bon pour l'écran? C'est bon, j'imagine. Donc on y va. Donc rapidement, effectivement, moi je suis Michael Ballet, je suis directeur associé de Food Service Vision. Food Service Vision, on est une société qui existe depuis 15 ans, une société lyonnaise qui a pour vocation d'accompagner les différents acteurs du marché de la restauration. Donc on travaille pour des restaurateurs, on travaille pour des fournisseurs comme Valrhona, on travaille pour des distributeurs. Voilà. Donc on travaille sur, je dirais, tous les acteurs des producteurs, évidemment, donc sur toute la chaîne de valeur de la restauration. Je suis également restaurateur effectivement sur Lyon, mais je vais prendre ma casquette de directeur associé de Food Service Vision aujourd'hui. L'enjeu c'est quoi aujourd'hui? En tout cas, Philippe et les équipes de Valrhona m'ont sollicité pour partager avec vous un état des lieux un petit peu de l'année 2020, de ce qu'on a pu voir chez Food Service Vision sur l'année 2020, sur ce qui s'est fait en restauration. De manière assez
inattendue et pour le moins exceptionnelle. L'année 2020 est vraiment une année historique dans tous les sens du terme pour notre métier. On est vraiment confronté à une situation qui est extrêmement particulière. Je pense qu'il y a peu d'entre nous qui avons été contraints de forcer nos établissements ou de cesser nos activités pendant si longtemps. Et donc ça nous semblait important, nous, Food Service Vision, dans ce cadre-là, très tôt finalement dans l'année 2020, de mettre en place des outils de veille et de regarder un petit peu quelles étaient les différentes manières de réagir des restaurateurs. Donc c'est ce que je vais essayer de partager avec vous. Alors évidemment, ce seront des cas réels que je vais vous présenter et pas forcément des leçons à retenir, mais en tout cas l'objectif c'est de vous inspirer un petit peu et de vous faire part de quelques bonnes pratiques qu'on a pu voir émerger sur les métiers de la restauration. Alors quelques chiffres pour démarrer, hein. Évidemment l'année 2020 a été très impactée par le Covid-19. La courbe que vous voyez sur l'année 2020 représente le chiffre d'affaires de tous nos établissements en restauration dit commerciale. Donc restauration commerciale, c'est essentiellement la restauration traditionnelle, quel que soit le ticket moyen, et on retrouve aussi la restauration rapide. Donc c'est un grand ensemble, mais néanmoins, on voit de manière très très claire les deux confinements sur le mois de mars et avril, et à partir de la mi-octobre sur les couvre-feux puis les confinements, on voit très clairement les impacts de ces mesures gouvernementales sur notre business, avec un mieux pendant l'été, hein, où on était à moins 20% par rapport à l'année précédente en moyenne de chiffre d'affaires, et puis le mois de décembre avec une légère reprise par rapport au mois précédent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la profession a perdu 50% de son business en 2020, donc évidemment, c'est pas neutre. Et au-delà de cette courbe, je pense que vous l'avez tous noté quand vous parlez avec des confrères, notamment sur d'autres régions, cette courbe, elle ne veut pas dire grand-chose, puisque la réalité, c'est qu'il y a des zones géographiques et des types d'établissements qui se sont plutôt bien comportés pendant la crise, et d'autres qui ont beaucoup plus souffert. La région parisienne, par exemple, a été beaucoup plus en souffrance sur l'année 2020 que des zones un peu plus campagnardes, on va dire, comme les Vosges, le Jura ou même l'ouest de la France pendant les périodes de juillet et août, par exemple. Voilà, donc cette courbe, c'est une moyenne, néanmoins, ça dénote clairement un impact très très fort du Covid et des décisions gouvernementales sur nos business. Ce qu'on a pu observer de manière assez transversale, c'est que globalement, les restaurateurs ont eu 4 types d'attitudes globalement face à cette crise. Le premier, tout à gauche, c'est la mise en sommeil. C'est-à-dire qu'effectivement, certains acteurs ont décidé, plus ou moins tôt, mais de fermer complètement leurs établissements et de ne pas réouvrir, ou en tout cas qui ont réouvert pendant l'été, mais qui n'ont pas mis en avant ou pas mis en œuvre de solutions alternatives de livraison, de vente à emporter, etc. Ils ont plutôt fait le choix, non discutable, hein, mais ils ont plutôt fait le choix de mettre en sommeil leurs activités. Ça a été le cas aussi de beaucoup d'activités de traiteurs. On a certains acteurs, et on a vu beaucoup ça notamment dans l'hôtellerie, de maintien partiel. Je prendrai l'exemple de l'Intercontinental de Lyon, par exemple, qui pendant l'été a fermé une aile complète de son hôtel, mais qui a continué à fonctionner sur une partie des chambres, qui a continué à proposer son offre au petit déjeuner, mais en la servant uniquement aux clientèles de l'hôtel, en n'ouvrant pas du tout à l'extérieur. Voilà, donc je dirais un maintien partiel de l'activité qui permet vraiment à l'établissement de rester ouvert tout en étant sur des niveaux d'activité relativement faibles. Troisième point, on a observé des restaurateurs, des acteurs qui se sont complètement transformés, alors non pas changé de métier, mais en tout cas qui ont mis en place énormément de choses et qui fait qu'objectivement, quand on les regarde aujourd'hui ou quand on les regardait il y a un an, on n'a pas tout à fait les mêmes entreprises et les mêmes restaurants. On a pointé ici Daniel et Denise, par exemple, pour les Lyonnais d'entre vous qui connaissent Joseph Viola, qui est un des meilleurs ouvriers de France et qui a notamment été extrêmement dynamique et particulièrement dynamique dans la mise en œuvre d'une offre pour continuer à être en contact avec ses clients. On y reviendra un petit peu plus tard. Et puis enfin, on a sur le dernier point, des restaurateurs qui ont optimisé leur business. Donc ce sont soit des acteurs qui étaient déjà présents sur la livraison ou sur la vente à emporter, ou qui ont mis en place des choses un petit peu palliatives, je dirais, et qui ne se sont pas transformés, mais qui ont ajusté légèrement leur business. On l'a vu beaucoup, notamment, là vous avez l'exemple de Pierre Hermé, beaucoup vu sur les pâtissiers ou les chocolatiers qui ont par exemple mis en place le click and collect, dont vous avez beaucoup entendu parler ces derniers mois. Voilà, ce qui nous semblait intéressant pour aujourd'hui, c'était de vous présenter quelques exemples de transformation, puisque c'est ça qui est qui a le plus changé, je dirais, qui a le plus évolué sur les derniers mois.
Donc encore une fois, tout ce que je vais vous présenter, c'est avec beaucoup d'humilité. Hein. Je ne prétends pas donner des leçons, mais c'est simplement de proposer quelques alternatives, quelques actions, mettre en avant quelques actions qui ont été mises en œuvre. Ces actions ne sont pas valables pour tous les restaurants, sur toutes les zones de chalandise, pour toutes les clientèles. Donc prenez-les vraiment comme des sources d'inspiration et non pas un guide de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Voilà, donc quand on regarde les transformations chez Food Service Vision, quand on regarde un restaurant, globalement, il y a 4 dynamiques sur lesquelles, 4 variables sur lesquelles on peut jouer. Le premier, c'est l'offre. Comment je fais évoluer mon offre, mes menus, mes recettes, etc. par rapport à cette nouvelle donne. En bas à gauche, c'est le service. Évidemment, quand on a un service en salle, c'est pas tout à fait la même chose qu'avoir un service à emporter ou un service en livraison. Donc il y a des choses qui ont changé, qui se sont développées sur cette dimension-là. Et puis enfin, l'expérience client. Quand nos clients viennent dans nos restaurants, ils viennent chez nous, c'est aussi et d'abord pour vivre des expériences culinaires, des expériences de convivialité, des bons moments, etc. etc. Mais là encore, quand nos restaurants sont fermés, comment on réinvente cette expérience, ou en tout cas comment on s'assure que nos clients continuent à vivre une expérience même quand ils sont chez eux. Et puis enfin le prix, évidemment, qui est une donnée importante pour tous les business, mais pour le nôtre en particulier. Donc c'est ce qu'on va faire sur les 3 premiers, l'offre, le service et l'expérience. On va regarder un petit peu quelques initiatives qui ont été mises en avant, avec certaines, et c'est le cas de cette première, qui ont été pas mal relayées, notamment par les médias, et vous en avez certainement entendu parler. Mais effectivement, on a beaucoup de restaurateurs qui ont profité, entre guillemets, de ces temps de fermeture pour transformer leur point de vente en épicerie, et notamment pour mettre en avant la production soit de producteurs locaux. Donc vous avez l'exemple sur la gauche de Florent Laden dans le nord de la France, qui a vraiment été extrêmement dynamique sur le fait de mettre en avant ces petits producteurs locaux, essentiellement de fruits et légumes, mais globalement de tout type de produits, et qui a transformé son restaurant en épicerie de manière à pouvoir proposer en circuit court ces types de production. On voit sur la droite Alain Passard qui a son propre potager et qui a aussi transformé son restaurant, en tout cas mis à disposition pour ses clients les productions de ses potagers pour pouvoir d'une part continuer à maintenir le lien avec ses clients et d'autre part pour faire profiter aux convives ces super beaux légumes qu'il cultive chez lui. On le voit ici sur des restaurateurs qui sont plutôt connus, les étoilés. Ça a été le cas sur tout type de restauration. Alors, je vais beaucoup parler de Lyon parce que je suis lyonnais, donc j'ai des exemples qui me viennent plus vite en tête. Mais voilà, un restaurant comme la Toscane sur Lyon qui a transformé lui aussi son restaurant en épicerie et qui a mis en avant les légumes, par exemple, des jardins de Vartan, qui est un producteur local. Je dirais c'est tout ticket de moyen, tout type d'établissement a pu mettre en place ce type d'action. Voilà, donc ce qu'on a le plus vu, c'est la mise en avant de producteurs locaux, mais on a vu ça sur les caves à vin. Préréal, qui est un restaurant étoilé, qui a ouvert pendant quelques jours son restaurant en mode cave à vin. Donc il a mis en vente une partie de ses petits trésors de sa cave, essentiellement des vins nature, pour ceux qui connaissent Préréal, qui est un restaurant 1 étoile aussi, donc qui a transformé son restaurant en cave à vin. On a d'autres établissements comme le Café du Peintre, par exemple, sur Lyon également, qui a fait la même chose. Les produits d'épicerie, j'en ai parlé, pas uniquement sur les fruits et légumes, mais aussi sur les conserves. Voilà, des gens comme Joseph Viola, on a parlé un petit peu tout à l'heure, qui a déjà une production de terrine, par exemple, vendue aux particuliers en petite épicerie, qui a évidemment développé son offre et mis en place son offre. Et puis enfin, on vous l'a mis, puisqu'on l'a repéré de manière un peu moins importante, mais qui nous semblait intéressant. On a vu des choses très différentes se mettre en place avec Popelino, par exemple, qui est sur Strasbourg, qui a mis en place une partie de sa production chez un Auchan du coin, donc en partenariat avec le Auchan pour continuer à vendre ses plats, mais via les grandes surfaces. On a vu énormément de choses qui se sont faites en ligne, par exemple. Et puis, un peu plus récemment, notamment sous l'impulsion de Métro, on a vu les marchés de chacune des villes en France qui ont ouvert une partie de leurs espaces à des restaurateurs pour qu'ils puissent s'installer sur les stands et vendre sur les marchés leur production, leurs plats emportés, etc. Donc voilà, les restaurateurs ont été inventifs, on le voit, pour continuer à servir leurs clients, continuer à exercer leur métier de cuisinier et trouver de nouvelles manières de distribuer leurs plats autres que la salle de restaurant comme à l'accoutumée.
N'hésitez pas à poser vos... J'ai pas accès tout de suite à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à les poser dans le chat, encore une fois, et j'y répondrai avec plaisir à la fin de notre conférence. Deuxième élément sur le service. Alors ça, évidemment, vous en avez beaucoup entendu parler, c'est la livraison. Énormément de choses qui sont passées sur les marchés de la livraison. D'une part, puisque globalement, c'était à peu près la seule manière de pouvoir continuer à travailler, c'était de faire de la livraison ou du à emporter, et donc d'adapter son offre et d'adapter ses horaires de livraison, d'adapter ses modalités de travail pour pouvoir transformer nos restaurants en zone de production pour pouvoir livrer. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Vous avez Joya d'Hélène Darroze, vous avez Mamie et Jean de Jean Humbert qui s'est transformé en Mamie et Jean à la maison, et puis Bouillon, qui est une grosse brasserie parisienne qui a complètement switché de modèle et qui a organisé complètement son business, ses recettes, ses approvisionnements, la manière de travailler pour pouvoir opérer énormément de couverts en livraison. Donc, on a vu beaucoup de choses se passer. Évidemment, la livraison ne remplace pas la salle de restaurant en termes d'expérience. C'est encore une fois, tous les types de restauration, toutes les cuisines ne sont pas bonnes à livrer dans tous les sens du terme, mais néanmoins on a vu beaucoup d'initiatives qui ont permis, encore une fois, et c'était l'enjeu numéro 1, de garder le contact avec la clientèle, de continuer à exister, de continuer à exercer son métier, de continuer à avoir les équipes en cuisine de manière à continuer à exercer notre métier tout simplement. Donc on a vu beaucoup de choses se passer sur la livraison, y compris des systèmes collaboratifs. Alors, là aussi, ma fibre lyonnaise va vous parler des paniers voyageurs, parce que c'est une initiative lyonnaise avec plusieurs restaurants plusieurs restaurateurs lyonnais, restaurateurs indépendants, qui se sont réunis autour d'un projet commun qui s'appelle les paniers voyageurs. Ils ont mis en place un site internet. Ils ont acheté une camionnette et ils ont mis à disposition leur production, donc entrée, plat et dessert, sur un site internet. Et puis en tant que consommateur, vous pouviez commander vos paniers sur internet et puis les récupérer aux différents points de livraison qui étaient assurés par la camionnette. Ça a extrêmement bien marché, c'était très sympa parce que ça permettait aux consommateurs d'avoir le choix entre plusieurs restaurants avec un seul et même site internet, avec une seule et même livraison. Je connais très bien les restaurateurs qui ont mené l'opération, ça leur a vraiment permis de s'entraider. La dimension collaborative et collective était extrêmement importante. C'est un système qui continue à fonctionner. Je vous invite à aller voir, à ma connaissance en tout cas, mais je vous invite à aller voir leur site internet pour repérer ce qu'ils font. Mais c'était une vraie démarche collaborative de restaurateurs qui se sont organisés pour continuer à travailler. On ne peut pas ne pas parler des dark kitchens. Il y a beaucoup de débats en ce moment sur les dark kitchens. On le voit sur les réseaux sociaux, on le voit sur les différentes zones de débat. Les dark kitchens, c'est quoi? Une dark kitchen, c'est une cuisine qui propose tout un tas de menus différents. Donc vous pouvez retrouver, vous le voyez sur la droite par exemple, une dark kitchen qui est lilloise. Vous pouvez retrouver dans la même cuisine une offre de basse-cour de fried chicken, de poulet farci, de poulet frit, pardon. Vous avez Today's qui est une offre de plat du jour, Blanquette, des recettes de grand-mère, et puis Aubergiste, plutôt type cave à vin planche. Donc dans une seule et même cuisine, vous avez plusieurs types de cartes qui sont proposées. La cuisine n'a pas du tout de salle. D'accord, elle opère uniquement en livraison, et donc soit avec ses propres systèmes de livraison, soit avec les agrégateurs que vous connaissez, qui sont Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, etc. Je ne suis pas là pour dire que les dark kitchens sont bien ou pas bien. Simplement, en tant que restaurateur, il faut qu'on soit tous au courant, je dirais, en tout cas informés, sur le fait que ces dark kitchens existent, que ces dark kitchens, ça n'est pas que du burger, du sushi et de la pizza comme ça pouvait l'être pendant un temps, et donc une nouvelle manière de se restaurer, une nouvelle manière d'opérer sur notre métier historique qui est celui de la restauration s'installe et se développe. Les dark kitchens ne sont pas nés avec le Covid, mais elles se sont grandement développées. On estime qu'il y a environ 4500 dark kitchens en France aujourd'hui, principalement dans les grandes villes. Mais vous voyez les dark kitchens pondre un petit peu de partout.
mon sentiment intime, ma conviction personnelle, c'est que c'est plutôt une offre qui est destinée à être alternative des restaurants traditionnels. Néanmoins, aujourd'hui, c'est une offre qui s'organise et encore une fois qui se premiumise, c'est-à-dire qui monte en gamme. On n'est pas uniquement sur le burger et les frites qui se livrent, on a des propositions qui sont plus riches aujourd'hui. Donc, je vous invite sur vos zones de chalandise respectives à regarder ce qui se fait. C'est intéressant, encore une fois, je ne rentre pas dans le débat, c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est intéressant à avoir dans le paysage global de la restauration aujourd'hui. Voilà, des choses sur l'expérience qui sont très, je vais aller assez vite puisqu'elles sont assez évidentes, et en tout cas on a vu les choses se mettre en place. Et évidemment sur les consignes d'hygiène, les Français sont extrêmement attentifs aux conditions d'hygiène, aux gestes barrières, etc., qui sont mis en place dans les différents commerces, dont la restauration. Ça a été le cas pendant la réouverture sur les mois de l'été. Ça sera encore le cas à la réouverture. La profession est organisée pour être super sérieuse là-dessus, donc c'est très bien, mais néanmoins, on a vu des restaurants qui se sont réorganisés, évidemment, pour mettre en place ces consignes d'hygiène et adapter les horaires, évidemment. Alors, en ce moment, on est sous couvre-feu, donc on a les horaires qui sont adaptés et qui terminent à 18 h, mais on a vu des restaurateurs et des établissements ouvrir un petit peu plus longtemps ou en tout cas opérer sur plus de jours pour pouvoir continuer à travailler. Sur l'expérience qui nous a vraiment frappé, je vous ai mis quelques exemples, mais ils sont très très nombreux. Ce qui nous a vraiment frappé, c'est l'utilisation des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., pour rester en lien avec ses clients. On a vu énormément de choses, énormément de restaurateurs, soit qui étaient déjà présents sur les réseaux, soit qui ne l'étaient pas et qui s'y sont mis, mais garder le contact, évidemment, présenter leur menu, mais aussi on le voit avec Pierre-Sang Boyer sur la droite, communiquer au-delà. Là, c'était pour les journées des droits de la femme qui était hier, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, en tout cas, garder un contact avec ses clients. On peut plus voir de visu, ok, mais on continue à échanger ensemble et on continue à montrer qu'on est présent. On a vu énormément de choses là-dessus se passer avec des communications parfois un peu rigolotes, qui se prenaient pas au sérieux. Ça faisait du bien, c'était assez rafraîchissant. On a vu ça dans dans les différents métiers de la restauration, boulangerie, pâtisserie aussi. Donc c'était très très intéressant et ce sont vraiment des manières de rester en lien avec les clients. Ce qu'on a repéré, alors c'est très pragmatique, hein, mais ce qu'on a repéré globalement, c'est que les restaurants qui avaient continué à garder le lien, qui ont continué à garder le lien avec leurs clients pendant le premier confinement, à la réouverture, ce sont ceux qui ont eu le moins de mal à faire revenir les clients, en tout cas qui ont eu des habitués et des clientèles locales, des résidents qui sont venus aider leurs restaurateurs. C'est évidemment pas la seule manière de faire et c'est évidemment pas obligatoire de le faire, mais en tout cas c'est un bon moyen de pouvoir garder le contact avec ses clients. Voilà, pour ces quelques exemples, je vais en rester là. Donc voilà, différentes choses qui ont été mises en place sur l'offre, sur l'expérience et sur le service. Je n'ai pas détaillé tous les éléments qui sont sur cette slide-là. Je crois que Valrhona pourra vous renvoyer ces différents éléments pour que vous puissiez les regarder aussi à tête reposée. Et encore une fois, je me tiendrai à votre disposition à la fin de la conférence pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Donc du coup, c'est moi qui vais enchaîner avec la partie école. Et concrètement, on va regarder ensemble ce que nous, on va pouvoir vous aider à mettre en place et nos idées qu'on va pouvoir vous partager. Donc je vais vous partager ma présentation en même temps. Voilà. Donc notre idée, notre thème pour rester dans la thématique du jour, donc c'était diversifier vos desserts pour proposer une offre complémentaire dans votre restaurant. Donc suite à ta présentation, Mickaël, on reste persuadé que effectivement l'offre de la restauration va changer, va évoluer et ne restera pas cantonnée à uniquement des desserts comme on a pu connaître jusque-là. Donc, pour faire rapide, on va faire un tout petit constat de qu'est-ce qu'était l'offre d'aujourd'hui jusqu'à qu'est-ce que sera l'offre demain. Et puis nous, on va essayer de vous apporter des idées et des pistes pour cette partie un peu demain, pour voir un peu ensemble.
Donc jusque-là, donc on était dans une offre où on allait au restaurant pour son côté convivial, son expérience aussi de dégustation, son service. C'était vraiment un ensemble de choses qui faisaient qu'on allait passer un bon moment au restaurant. Et avec ces contraintes pour nous, du coup, côté, on va parler côté restaurateur, donc un dressage minute, des textures plutôt éphémères, des choses qui se consomment rapidement. Donc ça, c'était vraiment nos contraintes de production jusque-là. Donc finalement, peu par rapport à l'artisanat si on compare avec des besoins de transport, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vu jusque-là, c'est qu'il a fallu s'adapter, hein, que la crise nous a obligés à adapter notre offre et nos produits par rapport à des nouveaux challenges qui étaient, par exemple, la conservation. C'est-à-dire que entre le temps où le client vient chercher sa commande et le temps où il va déguster, on va être sur un temps beaucoup plus long que les 10 minutes, on va dire, entre le dressage et la consommation du dessert. Il a fallu aussi s'adapter sur le packaging, trouver une offre ou des boîtes, quelque chose qui soit à son image, qui correspondent à des messages qu'on voulait faire passer et à une expérience qu'on voulait faire vivre dans son restaurant. Donc il a fallu s'adapter sur ce point-là. Après aussi une contrainte de transport sur le fait que on va pas dresser un dessert assiette, on va devoir travailler différemment dans une boîte du fait que le dessert va devoir être transporté jusqu'à 1 heure de transport, qu'il va y avoir des variations de température, des choses comme ça. Et puis enfin, le dernier point, c'est comment retransmettre et partager cette image et son expérience qu'on vivait dans son établissement, comment arriver à le retranscrire aux clients aujourd'hui sur la vente à emporter. Donc ça, on a vu beaucoup d'initiatives. Et donc demain, on est convaincu que cette offre va évoluer, mais pas disparaître. C'est-à-dire qu'on va retrouver, et on espère bien entendu le plus rapidement possible, le plaisir de pouvoir retourner au restaurant, consommer un dessert, un repas comme on avait l'habitude, comme on va dire avant. La vente à emporter, on pense et on est convaincu qu'elle restera en complément ou de façon ou de manière temporaire ou parfois dans l'offre. Et enfin, on est convaincu également que pourquoi pas une offre d'épicerie dans certains types d'établissements ou de restauration, comme on voyait tout à l'heure dans la présentation de Michael, viendra complémenter son offre et proposer des achats et des ventes additionnelles à l'offre qu'on connaissait jusque-là. Donc voilà, nous aujourd'hui, moi je vais essayer de vous présenter quelques recettes sur lesquelles on a pu travailler, qui sont faciles, disons, et réalisables dans des conditions de restaurateur et en cuisine. Donc je vais revenir sur quelques recettes qu'on avait mis en place et quelques idées qu'on avait mis en place dès le mois d'avril dernier pour vous accompagner dans ce nouveau défi qui était la vente à emporter. Donc je vais vous présenter ces 5 petites recettes rapidement et vous expliquer les avantages de chacune et comment nous on les a réfléchis. Donc le petit pot sifflot, donc on est sur une recette printanière qu'on a fait. Donc on est sur comme une panna cotta avec inspiration amande, une petite marmelade de fraises fraîches et une marmelade de fraises, pardon. Et dessus, vous avez un petit strudel amande, inspiration amande et fleur de sel. Donc là, on a voulu travailler dans un packaging, dans une forme de pot qui est en verre, une forme de pot qui est assez connue, en verre. Et on a travaillé avec un fournisseur qui s'appelle Comatech, qui nous propose de venir de cette solution d'opercule. Donc pour déposer l'opercule, on met un coup de fer à repasser pour venir sceller entre guillemets ces petits pots, ce qui permet d'avoir une expérience un peu plus qualitative, on va dire, et pourquoi pas d'avoir un système de consigne pour récupérer les pots et juste avoir à remettre une opercule. En termes de tarifs, on était aux alentours d'une trentaine de centimes d'euros par pot en termes de packaging. Ensuite, je vais vous parler donc du clafoutis Elena.
Le clafoutis Elena, c'est une recette qu'on a faite à la fin de l'hiver, donc avec de la poire et du chocolat Nyangbo. Donc vous avez un clafoutis, une tuile nougatine, et après vous avez une petite compotée de poire et un sorbet poire. Pourquoi on vous a partagé cette recette? Parce que on pense que ça peut être très enrichissant pour vos clients de faire un clafoutis, un moelleux, des choses que le client puisse juste réchauffer chez lui pour avoir une dégustation et une consommation chaude qui se rapproche un petit peu d'une expérience gustative qu'il puisse vivre au restaurant. Donc sur cette recette, on peut imaginer de la refaire dans un ramequin et de proposer séparément un pot de glace sur de la vente à emporter assez facilement. Sur le baba, donc on a pensé à un petit baba fraise verveine. Donc sur cette recette, on a fait une pâte à baba tout simplement qu'on a infusée et réhydratée avec un jus de fraise et aromatisé à la verveine. Dessus, vous avez une ganache montée à la vanille de Tahiti de chez Noroi, et ainsi que quelques jeunes pousses de verveine pour décorer. Et après, ensuite, on a la tarte au citron qu'on a voulu proposer dans une nouvelle version, dans une version un peu verrine, déstructurée, où dedans vous avez un biscuit citron, une pâte sablée, de la meringue et tout simplement un petit crémeux citron. Et enfin, notre dernière recette, une intemporelle lactée, donc qu'on a faite sur base d'orizaba. Donc couverture lactée 39%, avec dedans une anglaise à la couverture à orizaba et une petite mousse une petite mousse très aérienne, une tuile caramel pardon, et quelques pistaches caramélisées. Et donc c'est très facilement réinterprétable dans toutes nos différentes couvertures de chocolat. Après, là, par exemple, sur toutes ces recettes, on était plutôt sur des fruits printaniers. On pourra facilement adapter en fonction de la saisonnalité le type de fruits. Et sur le clafoutis, donc on était sur de la poire, mais vous pourrez facilement mettre des fruits rouges ou des choses ou des fruits qui vous arrangent en fonction de la saison. Donc, bien entendu, toutes ces recettes, je vous réexpliquerai un petit peu plus tard, mais vous les retrouverez dans un petit package qu'on vous enverra suite à cette conférence, où dedans, vous aurez le détail pour pouvoir les réaliser à nouveau chez vous. Et du coup, aujourd'hui, je vais m'attarder un petit peu plus sur la partie épicerie fine, parce qu'on pense qu'effectivement, cette partie va se développer dans les prochains temps. Et que c'est peut-être une partie où vous aviez un peu moins l'habitude de travailler. Donc, on va essayer de vous proposer des recettes de pâtisserie facilement adaptables à l'univers de la restauration, dans le but d'augmenter vos ventes additionnelles et votre panier moyen. Donc, la première recette qu'on a souhaité vous présenter, c'est la crème goûtée Guanara. Donc on est sur le principe d'une pâte à tartiner, mais là avec du chocolat. Pourquoi j'ai voulu vous présenter cette recette? Parce que c'est une recette qui est assez simple, et à la différence d'une pâte à tartiner classique, elle ne va pas demander de process de tempérage, donc besoin de peu de matériel. Donc là on est sur quatre ingrédients, donc lait concentré, glucose, du guanara et du beurre liquide clarifié. Donc c'est une recette qui est assez facile. Donc vous retrouverez, je ne vais pas détailler en détail le process, vous la retrouverez dans les recettes à la fin. L'avantage, c'est que vous avez une conservation longue de 3 à 4 semaines à 4 degrés. Nous, on recommande de la sortir 1 heure avant dégustation, et elle s'étale facilement après sur du pain, de la brioche, tout type de crêpes, de choses comme ça. Et l'avantage, c'est que elle peut être stockée à 4 degrés facilement, donc des températures qu'on retrouve en restauration, qu'on peut garder potentiellement dans une vitrine. Donc après, on a fait quelques petits calculs, on va dire, de coût matière et de rentabilité, si on peut se permettre. Là, on a pris des fourchettes moyennes, c'est-à-dire qu'après, en fonction de votre type d'établissement, de vos marges, de vos calculs, il faudra réajuster, même en fonction des achats des matières premières.
Là, en termes d'ingrédients, on a calculé que ça nous revenait à environ 1,44 € la réalisation de la recette pour un petit pot de 150 ml. Donc ces pots en plastique sont vendus 76 centimes et vous verrez après, je vais vous présenter, on a quelques petites étiquettes. Les étiquettes sont vendues à 15 centimes, donc ce qui nous fait un total aux alentours de 2,35 €. Donc avec un coefficient de 3, on va pouvoir le vendre aux alentours de 7 €, voire un coefficient de 4 jusqu'à 9 € en fonction de votre établissement. Donc, dans le but de vous accompagner au maximum et de pouvoir proposer quelque chose de qualitatif à vos clients, nous vous proposons toute une gamme de pots chez Valrhona avec les étiquettes adaptées pour les pâtes à tartiner. Des pots en plastique de deux tailles, de 150 ml et de 300 ml, mais aussi des pots en verre de 200 ml sur lesquels les étiquettes vont venir parfaitement se déposer. Vous verrez que dans le petit package qu'on vous enverra, vous trouverez d'autres recettes de pâtes à tartiner afin de, si vous souhaitez proposer une gamme entière, de pouvoir avoir plusieurs idées. Et pourquoi pas, ces pâtes à tartiner, les mettre et faire un effet de gamme dans votre restaurant. La recette suivante que j'ai voulu vous partager, donc c'est une recette de palais Jean Dujat Crousty. Donc c'est une recette où on va utiliser du Jean Dujat lait, des fruits secs, donc là des raisins de Corinthe et des cranberries séchés, ainsi que de l'éclat d'or. Pourquoi je voulais vous partager cette recette? Parce que pour moi, c'est une recette qui est assez simple à mettre en œuvre. L'utilisation du Jean Dujat ne demande pas un tempérage aussi précis que sur la nature. Sur ce process, vous verrez, vous pourrez faire fondre votre Jean Dujat délicatement au micro-ondes par petite période de 20 secondes jusqu'à ce qu'il soit aux alentours d'une trentaine de degrés, 32, et après incorporer tous vos ingrédients, et puis après vous viendrez mettre votre appareil dans des cercles et tasser, ce qui demande peu de matériel, pas de laminoir, pas d'emporte-pièce particulier, et après un petit passage au frigo pour une cristallisation et une conservation longue. Donc on est sur des produits qui n'ont pas de problème de conservation, donc facilement jusqu'à 6 semaines. Et puis en termes de packaging, là on vous propose une petite boîte, vous verrez que ensuite je vais vous proposer une autre solution. Et pour la rentabilité, donc là on a fait également des calculs, donc on est environ à 2,32 € pour les 8 palets. Et après, la boîte transparente, 58 centimes, et pour un total de 2,90 €, donc avec un coefficient de 3. Donc là, pour cette recette, une petite astuce, c'est que si vous n'avez pas forcément d'éclat d'or, vous pouvez facilement repasser vos restes de pâte sablée, vous rajoutez des fruits secs, des choses, tout ce qui vous arrange, c'est vraiment interprétable à votre façon facilement. Donc voilà la petite boîte, la boîte transparente qu'on vous propose. C'est une boîte qui est facile et que vous pouvez mettre avec un emporte-pièce de 6 cm. Tout à l'heure, on parlait de fruits secs caramélisés. On peut également imaginer facilement caraméliser ou faire des fruits secs sablés, reconditionnés dans des boîtes comme ça, qui sont un peu plus qualitatifs que des sachets, et proposer une offre de fruits secs caramélisés, salés ou sucrés, pour avoir un complément de gamme facile à mettre en œuvre et pour rajouter pour l'apéritif ou pour le dessert. Et voici donc une autre recette qu'on a pensée pour vous. Donc c'est une recette de gâteau de voyage. Alors j'ai choisi cette recette parce qu'elle a la particularité de ne pas demander de moule particulier. Donc c'est une recette qu'on a montée en cadre tout simplement, et puis qu'après ensuite on est venu découper en rectangle et qu'on a juste terminé. Donc dans cette période qui est un peu compliquée, ça nous paraissait pertinent de vous proposer une solution alternative à l'achat de moules dont on sait que vous n'êtes pas forcément équipé dans la restauration. Donc sur cette recette, on est sur un biscuit extra noir. Donc extra noir, c'est un de nos chocolats avec une faible teneur en beurre de cacao. Et on a mis avec une ganache Caraïbe.
Donc là, on est sur une conservation d'environ d'une dizaine de jours. Vous verrez qu'en termes de packaging, on vous proposera une solution juste après. Et en coût de revient, on a fait à peu près un calcul pour 1,96 € par cake, avec une boîte à 60 centimes et une étiquette à 16 centimes. On est environ à 2,78 €, avec un prix de vente conseillé aux alentours de 8 €, avec un coefficient de 3,4 à voir en fonction de votre établissement. Si vous, par exemple, vous n'avez pas de Caraïbes et que vous souhaitez utiliser une autre couverture, vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet Les Essentiels en ligne, et dessus vous retrouverez tous les équilibrages avec tous nos chocolats, et vous pourrez passer facilement d'un chocolat à un autre. Vous verrez également que la recette a été calculée pour un cadre donc 40-60, donc on va dire plus présent dans l'artisanat que dans la restauration, mais vous pourrez facilement recalculer vos proportions. Et puis enfin, je voulais juste apporter un petit point sur le décor. Vous avez un décor là qui est tempéré, découpé. Donc par souci de facilité, si vous souhaitez, vous retrouverez chez nous différentes solutions de décor, des pailletés, des perles, ou alors des décors prêts à l'emploi également chez Valrhona Signature Chocolaterie. Donc, je vous parlais d'une gamme de boîtes que nous avons pour ces gâteaux de voyage. Donc, c'est des boîtes qui sont prêtes à l'emploi avec des étiquettes qu'on vous propose qui sont facilement personnalisables. Donc, ça peut être très pratique, et encore une fois, pour bien mettre en avant le produit, c'est une offre rapidement qui va se mettre facilement en place. Et on peut imaginer que par la suite, vous proposiez une sorte de cake au petit déjeuner, et puis ensuite vous le proposiez en vente à emporter pour un client qui aurait bien aimé ce produit, qui va faire un petit achat pour repartir avec un produit qu'il a bien aimé. C'était pareil pour les petits palets croustillants. On peut imaginer les mettre sur un café gourmand, et après proposer également en vente à emporter pour repartir avec on va dire un petit souvenir de ce qu'on a dégusté. Donc en conclusion, on a vraiment essayé de vous proposer des recettes et des choses qui soient le plus faciles à mettre en place chez vous. Donc surtout sur cette partie épicerie sucrée. J'ai beaucoup parlé du sucré qui est mon cœur de domaine, mais comme on parlait tout à l'heure, c'est un modèle qui est facile ou qui est duplicable sur la partie salée, avec facilement des terrines, des pâtés, des différentes choses. Donc vous voyez qu'on va vous remettre par mail ensuite un autre livre avec, donc vous trouverez la recette de la crème goûtée Guanara ainsi que d'autres recettes sur les gâteaux de voyage avec inspiration d'autres associations, différentes idées, différentes approches de snacking qui vous permettront d'avoir de nouvelles idées. Et enfin, un catalogue avec tous les produits qu'on vous propose hors produits, on va dire, alimentaires. Je voudrais aussi vous parler d'un service dont je suis responsable, donc l'assistance technique. Donc on est là pour vous accompagner du lundi au vendredi. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire en fonction de vos besoins, de vos problématiques. On est là pour vous répondre et pour vous aider, que ce soit pour une nouvelle recette, que ce soit pour de l'inspiration, ou parce que vous avez un problème ou besoin de conseils. Et bien on est là pour vous écouter et vous aider. Voilà pour ma présentation, Philippe. Merci Martin, je suis de retour. Désolé pour cette petite aléa du direct. Je suis bien à Tain-l'Hermitage, comme tous mes collaborateurs, et non pas à Brooklyn, comme on peut voir sur la photo. J'espère que tous, derrière l'écran, vous avez une fluidité, en tout cas de connexion, pour suivre ces riches présentations de nos intervenants.
Merci Mickaël tout à l'heure pour cette belle analyse du marché, avec un monde de la restauration qui bouge. Et je pense que dans cette période de crise, eh bien, c'est là que s'opèrent les grandes mutations, en particulier dans notre métier. Donc, c'est plutôt une belle opportunité. Et puis, merci à Martin de nous avoir présenté des recettes qui font justement, qui s'adaptent à ces nouvelles opportunités de consommation. Je vais donc avoir le plaisir d'interviewer maintenant Thibaut. Thibaut, tu es parmi nous? Voilà. Je suis là. Donc on va parler encore de choses plus concrètes, puisque tu vas nous présenter ton établissement et puis les différentes initiatives que tu as mis en place. Donc, pour commencer, Thibaut, je vais te laisser te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours. Ouais, alors, bon parcours en quelques mots. Sur Paris, j'ai eu la chance de faire beaucoup de grandes maisons parisiennes. Je travaillais au Four Seasons Georges V. Je travaillais en tant que second pour l'Alain Ducasse à la Tour Eiffel. Je travaillais avec Jérôme Banquetel et Alain Sandérin à Lucas Carton. Et après, j'ai pas mal voyagé à travers le monde. Je travaillais un an en Angleterre, un an en Australie et quelques mois en Thaïlande et en Norvège. Donc j'ai pas mal vandingué dans ma vie et ça fait bientôt 2 ans que j'ai ouvert donc le restaurant Hannona, donc à Paris dans le 17e. Et le point que je voulais vraiment mettre le plus en avant dans ce restaurant, c'était une d'exemple entre guillemets, un truc les études cuisine aller s'amuser, on met en avant l'art, la découverte, les produits locaux, des choses comme ça, très gastronomiques, et mettre un point très important et le plus important à la limite sur l'écologie, que ce soit en cuisine avec du local, du saisonnier, du fait maison. On fait nos propres macérations, on fait nos sirops, on n'a aucun contenant à part les bouteilles de vin, pas de fioriture sur les murs, électricité verte, etc. Donc voilà, d'essayer de faire en sorte que ce soit un établissement sain pour la planète et sain aussi pour les employés, un petit monde. Alors, tout à l'heure, je parlais dans la présentation, Thibaut, d'un concept de restaurant éco-responsable. Est-ce que tu peux nous décrire ce concept-là? Comme je disais, il y a beaucoup d'éléments qui sont mis bout à bout pour faire ça. Aujourd'hui, je pense que l'écologie, c'est un truc qui est un peu un commun, c'est un truc qui avance un peu tous ensemble, quelque chose qui devient logique entre guillemets, moins polluant ou pas polluant du tout. Par exemple, j'ai attiré absolument tous les établissements, c'était vert, et en cuisine, on se retrouve à travailler donc uniquement en induction, et tous les moteurs, par exemple, tous les moteurs de la cuisine, les moteurs des timbres et des chambres froides, ils ont été déportés au sous-sol pour pas avoir cette émission de chaleur inutile à la cuisine. Et au contraire, la chaleur de mes moteurs sert à chauffer les ballons d'eau chaude qui vont servir à de restaurant. Donc c'était ce genre de choses-là. Après, voilà, j'ai pas de bière en bouteille, c'est des bières en pression, j'ai pas de bouteille d'eau, c'est de l'eau microfiltrée. Comme je disais, voilà, sur table, j'ai pas de fleurs, des choses qu'on va acheter à la poubelle. On travaille en cuisine avec beaucoup d'épluchures de légumes, on jette vraiment jamais rien du tout. Et une fois que les choses ont été réutilisées, on en fait du biodéchet, on fait du compost. On va utiliser des produits d'entretien biodégradables, une climatisation qui fait pas le vide dans la culture, mon travail il aurait pu. Et puis pour Paris, c'est plutôt pas mal de ne pas respirer trop de poussière. Voilà. Enfin, en vrai, c'est un sujet sur lequel je peux parler pendant des heures. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place ici. Ça nous a donné d'ailleurs la chance d'être récompensé par le Michelin d'une étoile verte quand on a été sur les 50 premiers chefs de ce label, et un autre label qui s'appelle Ecota qui fait des audits de restaurants justement pour vérifier que
que tout est comme le chef raconte, quoi. Alors, Thibaut, je me permets d'intervenir. Peut-être que la qualité du son n'est pas forcément optimale. Est-ce que tu pourrais le rester le plus possible proche du micro? Ouais, vous m'entendez mal? Voilà, c'est un petit peu mieux là. Ok. Je vais essayer de rester. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais effectivement, tu parlais de l'étoile verte. Donc, tu as eu cette distinction lors des premières étoiles décernées par le guide Michelin. Est-ce que justement, tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Oui, bien sûr. En gros, en fait, le Michelin était passé au restaurant comme il passe, enfin, voilà, pour analyser le restaurant comme toutes les fois où les inspecteurs viennent goûter la cuisine. Et en fin de repas, donc la personne qui était là avant de raconter qu'ils étaient du Michelin, on posait pas mal de questions sur le restaurant, comme l'intérêt justement sur la partie écologique. On a parlé pendant une bonne demi-heure. C'est pour ça que je vous dis que ça peut durer une bonne partie du sujet. Et ce à quoi après, il s'est présenté en tant que guide et ils ont récompensé. Donc en 2020, ouais, c'était la première année où le Michelin a lancé ce label. Donc c'est une récompense qui nous a beaucoup aidé, qui nous a donné une belle visibilité et qui finalement nous récompensait pour quelque chose qu'on faisait, qui était mes convictions profondes. Donc c'était très très satisfaisant, au-delà du fait qu'on avait de la visibilité en communication. Lors d'un entretien et lorsqu'on s'est appelé ce matin, tu me parlais également d'Écotable, qui est aussi un autre organisme qui mesure un petit peu ces critères. Ouais, tout à fait. Alors, Écotable, on est vraiment sur un label de qualité. Hein, eux, ils sont pas là pour mettre des notes sur la qualité du restaurant, la qualité de la cuisine, mais vraiment sur ce qu'on en fait, sur la partie écologique. Donc, c'est comme le Michelin. Il va y avoir 1, 2 ou 3 écotables. Et eux, pour noter, ils vont faire des audits de nos factures. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer un mois de factures de tout inclus, la viande, le poisson, les légumes, mais aussi l'électricité, tout ce qu'il peut y avoir, voilà, le recyclage de biodéchets, tous ces trucs-là. Donc, ils vont prendre ces factures-là et ensuite, ils vont vous remettre une note qui va de 1 à 100 et également des écotables si on est étoilable sur leur sujet à eux. Donc là, nous, on a 3 écotables sur 3. Qui est, pareil, on s'est inscrit à ce label-là dès la création du label en 2019, donc ils ont ouvert en même temps que nous. C'est un label qui monte beaucoup, qui note autant des restaurants, on va dire bistrot, brasserie et des étoilés à 1, 2, 3 étoiles. Donc je pense que c'est un sujet qui est un peu un sujet d'avenir. Hein. On est tous concernés par ça. Et ils font partie de ces labels qui font que l'écologie devient une normalité et plus seulement quelque chose de prestigieux ou d'inaccessible. C'est quelque chose je pense qu'on se doit d'imposer dans ses cuisines et même dans sa vie pour que tout aille bien. Alors, tu nous as parlé dans ton concept de beaucoup de choses qui sont autour de la cuisine, qui font partie de l'atmosphère de ton concept. Maintenant, à proprement parler, sur les ingrédients et la signature de ta cuisine, qu'est-ce que tu peux nous faire partager? Alors, déjà, ce qui est le plus important, c'est que je crée mes cartes autour de mes légumes. J'ai toujours des plats de poisson, des plats de viande, des plats végétariens ou véganes. Le but, c'est de satisfaire le maximum de clients et pas seulement son ego. Mais en gros, ce qui va créer ma cuisine, ça va être le producteur. C'est-à-dire que je travaille uniquement avec des producteurs franciliens, donc des producteurs locaux. Et c'est plutôt mes producteurs qui vont me dire, tiens, Thibaut, il y a tel ou tel légume qui sort de terre. Voilà, comme ça, j'ai commencé à réfléchir. Et quand il me dit, il y a tel légume qui s'arrête la semaine prochaine, c'est mes derniers. Voilà, je sais que je peux faire une transition. Donc, je n'ai pas une carte qui va changer printemps, été, automne, hiver, parce qu'il n'y a pas de légumes qui sort au premier jour du printemps et qui s'arrête au premier jour de l'été. Et par contre, j'ai une carte qui va changer plat par plat en fonction de la saison et en fonction de ce dont va me parler tel ou tel producteur, tel ou tel éleveur. Et donc voilà, je ne saurais pas comment décrire ma cuisine à part que j'essaie de faire en sorte de mettre en avant le produit, le terroir parisien, finalement. Un terroir qui a été un peu mis de côté pendant des années, alors qu'on a des kilomètres et des kilomètres de champs autour de Paris. Donc voilà, ce que j'essaie de faire en sorte, c'est de mettre en avant les producteurs et de m'amuser dans ma cuisine, d'amuser le client
parce que ça reste ça le plus important, tout en faisant une cuisine qui va plaire aussi à mes équipes. On crée les cartes tous ensemble, main dans la main, et on les valide tous ensemble avant qu'un premier client les goûte. Il faut que tous mes gars les goûtent avant et soient d'accord pour l'envoyer. Donc voilà, j'essaie d'avoir une cuisine un petit peu gastronomique, mais qui passe d'abord par le partage. Alors, au travers de ces circuits courts que tu as mis en place avec tes producteurs, qu'est-ce qu'a changé la crise et le Covid à travers ça? Ça a changé énormément de choses parce que aujourd'hui, de toute façon, là, on est fermé, donc on ne travaille pas comme on a pu travailler. Et je pense qu'on ne travaillera pas forcément comme on a travaillé, puisqu'il s'est passé énormément de choses. Si je devais refaire la chronologie du Covid, ça va doucement valider ce que Mickaël et Martin ont expliqué avant. Mais au premier confinement, à Paris, on n'avait plus le droit d'ouvrir, de travailler pendant un mois. Donc c'est vrai que pour un restaurateur, moi je suis encore plus jeune, ça fait que 18 ans que je suis dans ce métier, mais quand depuis 10 ans tu as la tête dans le guidon et que finalement tu n'as jamais eu de soirée, jamais de week-end, tout allait bien, et que là tu te retrouves à avoir un mois à rien faire, à réfléchir à ta cuisine et à ce que tu as envie d'en faire, c'est assez particulier. Puis ensuite on a réouvert, on avait le droit de faire que de la vente à emporter. Donc au début, pour des raisons financières, toutes mes équipes étaient à l'arrêt total, et j'ai essayé de trouver des choses que je pouvais faire tout seul, qui passait du coup beaucoup par l'épicerie. Je faisais mes propres pains, je faisais des plats, vraiment le minimum, des choses qui ne nécessitent pas trop de préparation parce que j'étais à la fois en cuisine et à la vente et c'était dur à gérer tout ça. Après, on a réouvert les terrasses, puis les restaurants ont réouvert. Et pendant la réouverture des restaurants, on voyait très bien que le Covid était toujours présent et que c'était pas prêt de s'arrêter. Donc, j'ai continué à réfléchir au maximum de choses et à finalement quels étaient les retours des clients que j'avais eu pendant. Et en fait, quand on a refermé, j'ai pas du tout fait la même chose. J'ai gardé mes équipes à 50%. En faisant une espèce de deal avec eux, en disant voilà, vous allez travailler que 3 jours par semaine, parce que quitte à avoir le Covid, autant apprendre à se reposer et à vivre. Mais au moins, là, ce coup-ci, on sera tous ensemble et on va essayer d'écouter plus le client et de savoir ce que le client a besoin. Donc on est d'abord parti sur le fait que au premier confinement, les gens n'en pouvaient plus cuisiner, n'en pouvaient plus de manger tout le temps les mêmes choses, parce que les offres sur les réseaux sont parfois un peu tout le temps les mêmes et ne changent pas souvent. Donc j'ai déjà lancé une offre bistronomique qui changeait globalement tous les jours, mais qui allait changer en cours de journée, puisque pour des raisons d'anti-gaspillage, je fais, c'est toujours le cas, un plat sur une quantité de 20 ou 30 portions, et dès que le plat est terminé, je change de plat, je passe au plat suivant, tout en ayant toujours la même trame qu'au restaurant, c'est-à-dire du poisson, de la viande, du vegan. Et c'était la première offre qu'on a lancée dès le 29 octobre dernier. Et les clients étaient contents, ils pouvaient revenir parfois tous les jours, comme s'ils allaient faire leurs courses sans avoir à réfléchir ce qu'ils allaient faire à manger à leur famille. On a lancé aussi une offre brunch, parce qu'à Paris, un brunch, c'est obligatoire et il fallait satisfaire ce besoin parisien. Ensuite, à la période de Noël, j'ai développé une offre gastronomique parce que les gens disaient ouais, c'est trop cool, on a plein de restaurants qui sont restés ouverts, qui font différentes offres, mais on ne se sent pas au restaurant, donc on a essayé de faire en sorte qu'ils retrouvent les sensations d'un vrai restaurant, d'un gastronomique, avec un 5 plats très facile à réchauffer, qui se transportait facilement, et ça a cartonné sur tout le mois de décembre et ça continue à bien marcher. Ensuite, une fois qu'on était rodé là-dessus, j'ai lancé une offre épicerie à nouveau avec des bocaux, donc des terrines, des pâtés. Voilà, les gens disent ouais, je passe beaucoup plus de temps devant la télévision, je traîne les pieds. Du coup, voilà, ouvrir un pâté, tartiner, c'était facile. Donc des pâtes à tartiner, comme expliquait Martin, on en a fait, ça marche bien. Et après, différentes riennes, terrines, etc. Donc des pots qu'on pouvait stériliser. Récemment, j'ai lancé également une offre burger parce que je trouve qu'on n'en fait jamais trop. Les burgers, ça marche toujours. Hein. Les nôtres, ils sont 100% fait maison. On fait notre pain, on fait nos steaks, on fait nos sauces et ça plaît toujours aux gens. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on commence à avoir 4-5 offres différents et qui fait que les gens, ils n'ont pas besoin de vouloir manger la même chose pour venir chez nous. On essaie chaque offre apporte peu finalement, mais cumuler les unes aux autres et ça finit par faire un chiffre d'affaires qui est important, qui nous permet de survivre, qui nous a même fait faire du bénéfice sur le mois de février, beaucoup de bénéfices sur le mois de février, j'ai envie de dire. Et on va continuer, là les beaux jours arrivent, je suis en train de travailler sur une offre pique-nique. Et en fait, le but que j'essaie de faire au restaurant, c'est que quoi que les gens veuillent, ils vont le trouver chez nous. Et quoi que les gens veuillent, ils vont nous en parler, hein, puis on va essayer de travailler là-dessus. J'ai été vraiment cette année le plus possible à l'écoute des demandes.
Thibaut, dans toutes ces belles initiatives dont tu nous parles, est-ce que tu étais simplement sous forme de click and collect ou tu as proposé d'autres choses? Bah, pareil, j'étais un peu sur tous les points. J'ai juste pas été sur des plateformes type Deliveroo, Uber Eats, etc. Je me suis interdit. Par contre, les clients peuvent très bien passer devant le restaurant et on leur sort un plat en moins de 1 minute 30 puisque c'est des préparations froides à réchauffer à la maison. Donc là, en direct, on fait du click and collect effectivement via notre site internet en direct et on fait de la livraison, mais c'est via notre plateforme de click and collect. Donc c'est sur notre site internet. Les gens valident leur panier, commandent et c'est nous qui livrons à vélo nous-mêmes dans un rayon de 8 km. En fait, mes équipes de cuisine ont continué à produire de la cuisine. Mes équipes de salle sont devenues des livreurs. Et mon maître d'hôtel et moi-même, on est restés en vendeur. En fait, j'ai fait des binômes comme ça. Donc en fait, on arrive vraiment à se suffire à nous-mêmes sans passer par des plateformes qui nous dépouillent et qui nous donnent pas forcément une belle image à notre métier. Alors, dans toutes ces propositions, tu utilises bien sûr des contenants pour les livraisons. Donc, est-ce que tu as une difficulté particulière par rapport au fait de respecter ton concept d'éco-responsabilité? Ouais, au début, ça a été difficile parce que, en tant que restaurateur type gastronomique, j'ai jamais été finalement en face de ce problème-là du contenant. Donc, quand c'est arrivé, c'était un des trucs que j'avais pas préparé. Quand je faisais au premier confinement, j'avais, comme je dis, des épiceries, donc c'était que les petits sacs à croissants, des choses en papier qui allaient très bien. Et là, on s'est retrouvé au début à dire, mince, finalement, 90% des boîtes sur le marché, c'est un couvercle en plastique ou un truc en plastique pour qu'on puisse voir à travers. Et j'ai cherché et j'ai fini par trouver effectivement un fournisseur français qui travaille avec du papier de bambou, qui est un matériau extrêmement écologique. Le bambou, ça pousse très vite, c'est facile à renouveler. Et voilà, c'est 100% ça. Et là, on a que ça, que ce soit nos bols à soupe, nos boîtes pour les desserts, les sacs de transport. Voilà, on a réussi à passer 100% là-dessus. Mais ouais, cette partie-là, ça m'a pris un peu plus de temps parce que c'est très, très frustrant. Même si on jette quelque chose de sain, c'est quand même frustrant de le jeter. Alors si en plus on fait du plastique ou même du plastique recyclé et même du PEA, ça reste toujours du plastique, ça reste toujours de la bioconcurrence, des choses comme ça. Donc ouais, ça c'était des plus grosses problématiques, je dois avouer. Alors on a beaucoup parlé de salé, mais quelle est la place de la pâtisserie et du chocolat dans ton restaurant? C'est un tiers de notre travail, voire plus. En fait, ce que je propose, c'est des offres entrée plat dessert globalement. Donc moi j'ai la chance d'avoir un chef pâtissier qui m'accompagne. Donc on a des desserts et forcément le secret de la réussite pour faire de la vente, c'est encore une fois, c'est d'aller dans la direction du client. Donc avoir un dessert aux fruits et un dessert au chocolat côte à côte, c'est l'option qui marche le mieux, qui prend le moins de risques. On a également fait des desserts à partager, donc des gros brownies au chocolat très coquins, très gourmands, parce que ça c'est pareil, les gens ils ont envie finalement, malgré le Covid, ils ont envie de tremper la cuillère dans le même pot quand on vit dans la même maison. On a fait des cakes marbrés, des choses comme ça, et finalement c'est des trucs qui cartonnent. Les gens étaient très très contents de revenir aux sources, de remanger leurs pâtisseries classiques, les choses qu'ils aiment, les choses qui leur rappellent, comme ils disent eux, la vie d'avant. Des choses qu'ils n'ont pas envie de manger dans un supermarché parce qu'ils savent que c'est pas bon. Voilà, toutes ces choses-là, voilà, y retrouver avec nos farines biologiques locales, du bon chocolat Valrhona et vraiment tout l'amour qu'on pouvait mettre dedans. Alors, par rapport à la réouverture, on va voir les choses de manière optimiste et j'espère très proche, et toutes ces initiatives que tu as mises en place, comment tu vois justement toutes ces belles choses qui ont fonctionné et le redémarrage d'une restauration classique demain? Je pense qu'elle va se faire de toute façon en plusieurs étapes, en plusieurs temps. Même si on réouvre, j'imagine qu'on réouvrira par exemple que le midi, ou que les terrasses, ou toujours avec 1,50 m entre chaque table. Et on va encore continuer à avoir une perte de chiffre d'affaires. Finalement, je perdais plus quand on était à moitié ouvert qu'en ce moment en faisant du remporté. Donc c'est certain que au moins, ouais, parce que quand je suis ouvert à moitié, mes charges elles sont complètes. Et les aides étaient plus petites, on a les salaires à payer. Là, il y a une partie de chômage partiel, il y a beaucoup d'aides, il y a quand même l'État qui est quand même vraiment, vraiment derrière nous. Et le fait de faire de la vente emportée, dans les déclarations des aides, on doit écrire 0. Donc finalement, tout ce que je fais en bénéfice dans la vente emportée,
si j'arrive à mon seuil qui a été divisé par 4, mon seuil de rentabilité par rapport à quand on travaille, finalement, parfois les aides ont même été bénéficiaires, ce qui est extraordinaire. Alors que là, quand on va réouvrir, les aides vont diminuer, le salaire va augmenter, on va rallumer toutes les chambres froides, tous les frigos, tous les moteurs, on va rallumer, il sera l'été, on va rallumer les clims. Donc là, on va avoir des dépenses importantes. Donc c'est sûr que ce sera hyper important dans un premier temps d'adapter cette offre un petit peu en demi-teinte avec une offre emportée qui sera toujours présente. Et pour une deuxième raison, c'est aussi que les gens, tout le monde a hâte de revenir au restaurant, il n'y aura pas de la place pour tout le monde, les gens ils vont faire la queue, ça va être un peu la folie dans nos restaurants, il faut être honnête, j'imagine, et j'espère. Et du coup, il va quand même y avoir ceux qui se sont habitués, qui étaient quand même contents de faire leur petit film Netflix ce soir avec leur repas emporté. Et je pense qu'il y aura toujours cette demande-là. Je pense continuer au moins pendant une période de faire le lien. Et si c'est pour de toute façon refermer en septembre prochain, parce que ça recommence, on ne sait jamais, il faudra qu'on ait continué cette offre, parce que je m'en suis très bien rendu compte, c'est que la vente, ça augmente au fur et à mesure, parce que j'ai de plus en plus d'offres, mais aussi parce que les clients savent qu'on est là. Au début, c'est « Ah, vous êtes encore ouvert, mais vous avez ouvert récemment ?» Non, on est ouvert depuis 3 mois, madame. Et donc, si on continue cette option on fait de la vente à emporter en parallèle du restaurant qui tourne, en cas de problème, si ça recommence, parce qu'il faut quand même rester... Il faut être optimiste, mais il faut être conscient qu'il peut y avoir d'autres choses qui se passent. Bien sûr. Voilà, ça sera quand même un bon sauvetage. Il ne faut pas perdre la main et il faut continuer ce rythme avec une nouvelle clientèle qu'on s'est créée en plus. Pas forcément les mêmes, pas forcément les mêmes clients. On a créé des nouveaux clients qui peut-être viendront au restaurant, mais on est sur sur un autre prix de vente. Donc ça serait intéressant quand même de satisfaire un petit peu tout le monde et de réussir à se refaire pendant une période. Alors, une dernière question avant qu'on passe aux questions-réponses de tous ceux qui nous suivent. Qu'est-ce qui te stimule ou te fait peur dans le futur après cette crise? Ce qui me fait peur, je pense que c'est ce qui fait peur à beaucoup de mes confrères. On s'est tous habitués à rentrer chez nous maintenant à 19h, 20h, 21h, voir nos femmes et nos enfants, ce qu'on n'avait pas connu depuis longtemps. J'ai redécouvert ma femme, ce qui est très agréable. Et du coup, on a tendance à dire « Ouais, pas forcément envie de recommencer à rentrer à 2h du matin, faire la ferme avec mes équipes de salle, faire l'ouverture avec mes équipes de cuisine. » Donc cette partie-là fait peur. Surtout j'ai pas mal de confrères qui ont eu des démissions, des gens qui disent bon écoute en fait j'adorais cuisiner, mais j'adorais le service de salle ou j'adorais la sommellerie, mais j'arrête, je pars, j'ai plus envie d'avoir ce rythme de travail. Donc cette partie-là fait peur parce que au début on se disait tout le monde fait faillite, finalement il y aura des gens sur le marché, on va pouvoir embaucher quand on ouvrira, et en fait finalement c'est possible que ce soit plus difficile que ce qu'on pensait parce que les gens réfléchissent à changer de vie. Donc c'est comme le fait qu'on ait adapté notre offre. Ce qui est excitant, c'est qu'il va falloir qu'on adapte notre travail parce que c'est finalement, même si c'est stressant, même si on perd de l'argent, il y a quand même quelque chose d'excitant à toujours se renouveler, à toujours chercher à trouver la meilleure solution pour nos employés, pour nos clients, qui seront du coup les meilleures solutions pour la société. Et là, c'est vrai que je réfléchis beaucoup à comment continuer à faire la cuisine qu'on aime, mais en ayant quelque chose qui sera plus simple, plus facile à vivre, moins stressant, peut-être adapter les horaires de travail, peut-être adapter la façon de dresser une assiette, embaucher plus si on peut embaucher plus, mais il faut avoir les moyens pour ça, donc c'est pas forcément évident. Donc plutôt adapter l'offre pour faire en sorte que le niveau de vie de mes équipes s'améliore sans mettre à défaut l'offre qu'on propose à notre clientèle. Peut-être créer plus de demandes en fermant peut-être 2-3 soirs par semaine, qui fait que du coup les gens vont se tasser les jours où c'est ouvert. Enfin, je suis en train de travailler sur beaucoup d'options. On a encore un peu de temps devant nous, 1 mois et demi, 2 mois, où ça se passe pas si bien. Donc, mais en fait, je pense que c'est hyper important de pas être con, de pas rester sur ce qu'on faisait avant forcément. Si le business model il marchait très bien, que les équipes elles restent là depuis 3 ans, 4 ans et que personne n'a bougé, c'est qu'on était déjà bon là-dessus. Moi, mes équipes me suivent depuis l'ouverture du resto, certains même depuis mon poste de chef avant. Donc je sais qu'il y a quelque chose qui marche, mais c'est pareil, quand j'en parle avec eux, ils ont peur de retravailler le soir. C'est quelque chose qui les fait un petit peu profiter du moment présent. Et j'essaie de faire en sorte de réfléchir aussi avec eux, de penser, on n'est pas seul dans une équipe, quand on a des employés, quand on a une équipe de salle, c'est bien de les faire participer. Je pense que l'humain, c'est indispensable. On est aujourd'hui
si quelqu'un veut diriger une entreprise tout seul, je pense qu'il a bien du courage et il finira souvent tout seul aussi. Donc moi, je fais vraiment participer mes équipes et donc là, on pense quelles sont les solutions. Rester financièrement viable, hein, continuer à faire du bénéfice, mais en ayant une qualité de vie qui était meilleure qu'avant. Et puis voilà, je pense que c'est ça qui va être notre petit soleil de demain. En tout cas, de belles opportunités pour voir les choses autrement. Il n'y a pas le choix, de toute façon, on n'a pas le choix. Ouais. Merci Thibaut pour la qualité de cet échange et puis des choses très concrètes que tu nous as fait partager puisque tu les as mis en place, ça a fonctionné et en tout cas bravo pour toutes ces belles initiatives. Alors on va passer aux questions-réponses qui s'affichent devant moi. Donc je vais d'abord poser des questions à Michael. Michael, est-ce que tu m'écoutes? Oui, je suis avec toi. Alors première question, comment transformer son restaurant en épicerie? Ce n'est pas le même code entreprise. Oui, effectivement, c'est pas le même code entreprise. Alors, je suis pas juriste, donc je ne saurais pas répondre juridiquement à cette question. Ce que je sais, en tout cas en tant que restaurateur, c'est que à partir du moment où l'activité d'épicerie n'est pas l'activité principale, on peut tout à fait, en tant que restaurateur, vendre des produits dits d'épicerie, que ce soit des produits transformés par les équipes dans le restaurant ou sur l'achat-revente de certains produits, et notamment du vin, à partir du moment où, évidemment, on a la licence 4. Donc je pense que n'hésitez pas à vous renseigner auprès des syndicats ou de vos comptables, mais je pense que sur une activité éphémère, on va dire, et qui ne représentera pas à terme la grande majorité de l'entreprise, je pense qu'il n'y a pas de souci juridique lié au code d'entreprise. À vérifier néanmoins, encore une fois, je ne suis pas juriste. Bien sûr. Deuxième question, l'offre à table restera-t-elle vraiment alignée sur l'offre d'avant? Ah, ça c'est une très bonne question. Si je le savais, je serais riche, ou en tout cas dans le futur, je serais riche. Non, je pense qu'une partie de la réponse, elle est dans ce que Thibaut vient de nous expliciter et nous exprimer, c'est qu'il faut tester les choses. Ce qui est sûr, c'est que ça va bouger. Quand on interviewe les consommateurs, en tout cas, quand on leur demande, il y a des choses qui ont bougé pendant la crise. Quand on regarde le type les attentes telles que les consommateurs nous les décrivent, ça a bougé. Alors après, il y a toujours un écart, on le sait, entre ce que les gens nous disent et ce qu'ils font réellement. Mais néanmoins, ce qu'on a vu, c'est que la crise sanitaire était liée dans la tête d'une grande majorité des Français, dans la tête des grandes majorités des Français à une crise environnementale aussi. Donc on fait beaucoup plus attention à ce qu'on mange, on fait beaucoup plus attention d'où ça vient. On essaye de mieux manger dans tous les sens du terme pour la planète, pour notre santé à nous, pour nos proches, pour notre portefeuille. Il y a une conscience, je pense, autour de l'alimentation qui a grandi. Donc ça ne va pas créer une nouvelle chose, c'était déjà des éléments, des tendances autour de l'écologie, du développement durable, etc., qui existaient et qui vont se renforcer. Ce qui est sûr, c'est que non, l'offre à table ne sera pas strictement alignée à celle d'avant. C'est sûr que non. Comment, dans les détails, je ne sais pas. Et mon intime conviction, c'est qu'il va falloir, écouter ses clients, et deux, tester les choses. Tester les choses. Quand on entend, encore une fois, Thibaut nous dire que c'était avec ses marbrés, il s'est fait des très bons résultats, entre autres. Voilà, il n'y a pas besoin d'inventer la lune pour réussir. Déjà, si on écoute nos clients, si on a compris qu'ils avaient besoin de choses réconfortantes, le marbré, c'est un super truc réconfortant, ça marche, quoi. Bien sûr. Autre question, Michael, qui concerne effectivement parfois les petites structures. On parle beaucoup de réouverture, mais sauf exception et en fonction de la localisation de l'emplacement, il y a avant tout un problème de rentabilité si les distances sociales restent en place. On parle peu des petits restaurants qui ne peuvent pas se diversifier ou n'en ont pas les moyens, et la rentabilité reste pour eux la question cruciale. Comment en arriver, en ce qui les concerne, à garder cette rentabilité dans leur établissement en recevant moins de public? Ouais, c'est là aussi une très bonne question. Je suis très touché par cette question, puisque pour ceux qui connaissent les bouchons lyonnais, c'est le principe du bouchon lyonnais, c'est que dans une petite salle, on met énormément de monde et ça rigole et ça se partage et ça s'embrasse et ça mange dans le même plat. Donc, autant dire que c'est anti-Covid à mort, que c'est anti-geste barrière à mort, etc. Et c'est un aspect culinaire, culturel, social hyper important.
Dans mon restaurant, on a une grosse trentaine de couverts. Je suis tombé à 20 après les distances de sécurité. Donc, c'est évidemment une grosse contrainte. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que c'est l'une des raisons pour lesquelles certains établissements ont choisi de ne pas réouvrir. Dans la mise en sommeil que je présentais, parce que c'est aussi pour ça qu'il y a des aides, c'est qu'il y a effectivement certains établissements qui ne peuvent pas réouvrir dans des conditions sanitaires qui soient OK et économiquement viables. Donc, la première chose, c'est qu'il faut il faut interroger le sujet et qu'effectivement, tant qu'on a la possibilité de se faire aider, il faut en profiter. Et ensuite, la deuxième chose, je pense que dans les différents exemples que j'ai souhaité vous partager, et puis dans le témoignage de Thibaut, on a des éléments, c'est que la réussite et la survie de ces établissements va passer par la diversification. Donc certains étaient ouverts 5 jours ou 6 jours sur 7, on a la possibilité d'ouvrir une journée supplémentaire, on a la possibilité d'allonger les services pour faire 2-3 services au lieu d'un ou deux, la possibilité de mettre en place du à emporter. Donc ce sont des éléments qui ne sont pas simples, qui ne sont pas faciles, qui sont de nature à faire bouger les équipes. Moi, je suis complètement en ligne avec Thibaut aussi. Après l'année 2020 qu'on vient de passer, pour faire revenir les gars en cuisine et au service avec la même dynamique, etc., il va falloir s'accrocher. Et en tout cas, ceux qui ont pu rester ouverts, qui ont eu la chance de pouvoir continuer à rester ouverts, ils ont continué à maintenir un lien avec leurs équipes. Ceux qui sont fermés depuis quelques mois, ce sera d'autant plus dur. Donc oui, l'équilibre économique, il est précaire dans les établissements de petite taille. L'enjeu, il sera vraiment de trouver des sources de business alternatifs qui viendront compenser la perte de couvert. Donc oui, il va falloir travailler différemment pour ceux qui veulent continuer à ouvrir et à travailler. Donc ouvrir plus, élargir l'amplitude horaire, avoir une carte peut-être plus courte pour que ce soit plus simple en cuisine, pour faire des services plus courts. Il va falloir repenser sa manière de travailler. Et c'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. Effectivement. Merci Mickaël pour la franchise de ces réponses. Avec plaisir, merci à tous. Je vais passer à Martin sur quelques questions rapides, bien sûr, concernant les recettes. Première, est-ce que le gâteau extra peut se congeler, Martin ? Oui, la réponse est oui, bien entendu. Tous les gâteaux de voyage que vous retrouverez dans les fiches recettes que nous allons vous envoyer peuvent se congeler. Donc, potentiellement, effectivement, vous pouvez faire votre mise en place et sortir au fur et à mesure de vos besoins. Le seul risque, entre guillemets, c'est que ça sèche. Donc, ce que je vous recommande, c'est de congeler sous cloche ou filmer pour éviter ces problèmes-là. Martin, concernant les dernières nouveautés sur Milo, Amatika, as-tu des recettes de dessert à l'assiette disponibles ? Alors effectivement, oui, pour le lancement de Amatika et de Milo, on a souhaité faire des recettes de dessert assiette. Je vous rappelle que sur le site internet de Valrhona, vous vous rendez sur Valrhona et ensuite vous allez dans les essentiels en ligne et vous retrouverez différentes catégories de recettes, dont environ 25 recettes de dessert assiette et en particulier certaines avec nos 2 nouvelles couvertures. Donc Amatika qui est notre dernière couverture végétale et Milo 74%, qui est notre chocolat d'origine Madagascar et plus particulièrement de la plantation Milo. Super, merci beaucoup. Je vais passer à présent à Thibaut, où il y a pas mal de questions suite à ta présentation. Donc Thibaut, penses-tu qu'il y aura vraiment un avant et un après Covid ? Les habitudes des clients vont changer et perdurer. Penses-tu continuer post-Covid des initiatives que tu as mises en place ? Tu as en partie répondu tout à l'heure, mais… Ouais, j'ai en partie répondu. Alors, je pense qu'il y aura certains endroits où la vie reprendra, mais pas forcément tout de suite, parce que finalement, les gens sont un peu habitués à manger chez eux, à profiter de la télévision, du canapé, à pas bouger. Tu as 4 enfants à la maison qui courent dans tous les sens. Le repas, il arrive, ça peut être du gastro. Tant mieux. Donc, il risque d'avoir des traces de ça. Après… on l'a vu, là actuellement il fait beau, les gens s'entassent sur les quais, en l'occurrence les quais de Seine à Paris, vous avez entendu aux informations, la police qui a dû vider les quais de Seine tellement les gens s'entassent. Donc la vie va reprendre, plus ou moins rapidement par rapport aux lois qu'on nous autorise à avoir. Mais est-ce qu'il va y avoir un changement dans les habitudes alimentaires ? Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est fait déjà dans le premier confinement au niveau positivité
écologique, comme l'a dit Mickaël à l'instant aussi, c'est qu'on s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe. On se dit aussi que tout ce qui se passe, c'est un petit peu, voire beaucoup à cause de l'homme, que si on veut pas que des trucs comme ça se reproduisent, il faut peut-être qu'on se prenne en main. Donc ça, c'est des bonnes choses. Après, on voit également beaucoup de restaurants étoilés dans des palaces où le restaurant ne rouvrira pas, qu'ils optent pour finalement passer sur de la brasserie uniquement et plus de restaurants vitrines, comme le Shangri-La à Paris, qui avait donc l'abeille de Macaron Michelin, qui ne rouvrira jamais. Alors que c'était rentable, c'était cool, mais voilà, c'est des business économiques très compliqués, beaucoup d'employés, etc. Mais moi, j'espère vraiment de tout cœur que la cuisine telle que je la faisais avant reprendra. Et comme je disais, ce que je veux changer, moi, c'est plutôt le bien-être, enfin, améliorer encore le bien-être de mes employés pour qu'ils restent plus longtemps et que finalement, il y ait une progression qui se fasse due à l'expérience d'une équipe et non pas recommencer toujours à zéro. Par contre, oui, on mangera toujours pareil chez nous. Et après, est-ce que je vais continuer à faire des initiatives telles que je les faisais comme je le disais tout à l'heure, oui, pour l'instant, oui. Si c'est nécessaire à combler un besoin financier, je le ferai. Si on arrive à subvenir à tous nos besoins juste en travaillant comme on le faisait avant et comme on aime le faire, et que je peux arrêter de gaspiller des contenants, je préfère que les gens viennent à table plutôt que les servir chez eux pour plusieurs raisons. Déjà, on aime le côté graphique. Et également, il y a quelque chose qui est très positif quand quelqu'un vient manger dans nos restaurants. S'il est content, il le dit, on est très content de l'entendre. S'il n'est pas content, il le dit, et c'est là qu'on progresse. Une critique d'un client, il n'y a rien de plus beau finalement, puisque quelqu'un qui a l'honnêteté de dire ah, c'était pas bon parce que voilà, on entend ça une fois, deux fois, on dit bon, il y a peut-être un problème dans mon plat. Alors quand c'est emporté, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont prendre le téléphone et vous dire allô chef, ouais, ce plat, il y avait un défaut. Donc c'est beaucoup plus dur de se remettre en question, c'est beaucoup plus dur de progresser sur de la vente à emporter que sur de la vente directe. Et puis on a besoin de ce rapport. Enfin, on est restaurateur, on n'est pas que cuisinier, on n'est pas que serveur, on n'est pas que sommelier. On est des gens qui aiment donner, offrir, vendre du plaisir. Et ouais, on a besoin de ça. Donc j'espère un retour à la normale. Question très précise, Thibaut. Ces nouvelles initiatives mises en place représentent combien de pourcents de ton chiffre d'affaires et cela te permet-il de couvrir des charges? Ça dépend des mois. Combien de pourcents de mon chiffre d'affaires? On va dire que sur un mois de novembre, décembre, je suis peut-être à 20% du chiffre d'affaires habituel. Sur le mois de février, je fais le chiffre d'affaires d'un petit mois au restaurant. Je ne fais pas de perte, je fais même du bénéfice. On a passé une Saint-Valentin de dingue parce que c'est nos clients qui venaient de manger chez nous depuis octobre. Donc ce qui paye finalement, c'est la persévérance. Donc au début, on perdait encore des sous. Comme je l'expliquais, on a perdu sur le premier confinement, on a perdu cet été, en juillet, en août. La vie reprenait pas mal en septembre, octobre. Et novembre, c'était catastrophe. Décembre, il y avait le nouvel an, mais sinon, à part ça, le mois, c'était très compliqué financièrement. Et depuis le début de l'année 2021, les gens commencent à savoir qu'on est là. Donc, effectivement, on commence à réussir à payer nos charges. On commence à réussir à être dans le positif. Mais aussi parce que, comme je l'ai expliqué avant, on a diversifié l'offre. On n'est pas juste arrêté sur c'est ça, je me fais cette cuisine-là, je m'arrête là. Et j'ai beaucoup de collègues qui ont lancé des offres, qui faisaient 200, 300 euros par jour et qui disent ça sert à rien, j'arrête. J'ai commencé pareil à faire 200, 300 euros par jour. Oui, tu as persévéré. Voilà, là on est à x5. Aujourd'hui, on fait 1000, 1200 euros. Et là, actuellement, avec tout ce qui est fermé, le chauffage éteint, les chambres froides éteintes, les gars qui sont à 50% de chômage partiel. Ouais, là, sur le mois de février et pour l'instant sur le mois de mars, on arrive à payer nos charges. Et comme je disais, le mois dernier, on a même gagné des sous. C'était formidable. Parfait. Thibaut, est-ce que tu peux nous donner le nom de la marque des contenants en bambou? Ouais, tout à fait. Il ne faudra pas tous les acheter parce que j'ai pas envie qu'ils soient en rupture. Mais c'est Oxtal, donc c'est O-X-S-T-A-L. O-X-S-T-A-L. Oxtal. Voilà. Ok, on pourra le recommuniquer de toute façon à travers des réponses directement dans des emails. Merci en tout cas. Dernière question, concernant les produits type épicerie, a-t-on le droit de vendre avec des DLC sans test ni validation des services sanitaires? Ouais, ça c'est une super question. Alors, de base, les règles HACCP, elles nous autorisent à une chose, tout ce qu'on fait qui est frais, c'est J+3. Okay, donc si on vend du emporté classique, ce sera comme ça. Tout ce que je fais en épicerie, je le fais en bocaux, donc soit les bocaux, les parfaits ou les autres, des petits bocaux à joint orange.
et je stérilise tout au four vapeur. Moi, je fais 1h30 à 66 degrés, hein, donc la température de stérilisation basique étant 64 degrés. Je gagne 2 degrés. Je stérilise 1h30 parce que c'est des petits pots. On peut faire plus, hein, c'est pas grave. Je refroidis très vite en cellule, je mets au froid. Et en respectant cette chauffe en moins d'une heure que je dépasse pour que ce soit bien chaud, puis redescendre rapide en température, ça m'autorise légalement à 21 jours de DLC, sortie de four, quoi. Donc ça, c'est les normes HACCP classiques. Faut pas, voilà. En fait, je produis au fur et à mesure, je fais pas des folies, je fais des petites productions. Je fais 10 bocals de pâté, 10 bocals de rillettes, 10 bocals de terrine. Hop, ça part comme ça et ça va en temps froide. Après, il y a certains clients qui eux vont les congeler chez eux, mais ça c'est une autre histoire, mais ils peuvent, il n'y a pas de souci, le verre ça bouge pas. Mais bon, voilà. Donc le principe c'est de stériliser, ça nous autorise sans test vétérinaire à faire 21 jours. Très bien, merci beaucoup pour ces détails. Bien, il est temps de clore malheureusement cette conférence. Le temps est passé très vite, ça fait déjà 1h30 que nous sommes ensemble. Merci à tous de ce partage, de la qualité de ces échanges. Vous allez, chers clients, recevoir un email très rapidement avec un questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à faire part de toutes vos remarques pour qu'on puisse s'améliorer dans les prochains lives. Ensuite, vous aurez bien sûr les présentations qui ont été faites pendant ce moment partagé ensemble, avec également les recettes que Martin vous a montrées. Et donc, vous recevrez tout ça par mail. Très rapidement, et puis malheureusement les questions qui n'ont pas pu être partagées, eh bien vous aurez également une réponse à ces questions. Il est temps de clôturer. Je voudrais dire de nouveau merci à Michael. Merci Michael pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à vous, merci à tous. Bonne fin de journée. Merci Martin également. Merci à tous pour votre participation et au plaisir de vous rencontrer. Et puis, si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à appeler l'école. Martin se fera une joie de vous répondre, ainsi que toute l'équipe des pâtissiers formateurs. Et puis, merci Thibaut, c'est pour ça que je vois Sébastien qui apparaît à l'écran, mais c'est Thibaut qui est avec nous. Moi, merci Thibaut. Du restaurant Anona à Paris pour tous ces échanges. Et puis on espère vite vous retrouver tous dans vos lieux pour partager de bons moments. Voilà, merci à tous, merci aussi aux équipes en régie et en back-office qui ont organisé ce live. Et j'espère qu'on se retrouve à tous très prochainement pour une nouvelle conférence de l'école avec un nouveau thème à aborder. Bonne fin de journée à tous, à bientôt.